Monsieur le Président, Madame la Présidente, on fait que des présidents, et chers collègues, donc on va parler des quelques changements qu'il y a eu dans cette RFE antiprophylaxie qui est toujours, chaque décennie, la RFE la plus téléchargée de la SFAR, celle qui rencontre le plus de succès et celle qui rencontre aussi le plus de contestations, et donc on n'est pas étonné. J'avais eu la chance, car je vieillis, de participer aux éditions précédentes, pas celle de 2011, mais celle de 2017, celle de 2018. Et s'il y avait eu 2017-2018, c'est que celle de 2017 ne s'était pas si bien passée que ça. Et en fait, on a revécu à peu près la même expérience. Mes conflits d'intérêts qui n'ont pas de rapport avec cette présentation, quoique. Et je vais vous parler un peu de cette organisation. Donc, on avait c'est important de connaître les bases, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, de rumeurs. Donc on va faire une espèce de synthèse. Il y a un COPIL général qui est piloté. Alors COPIL, pour ceux qui ne passent pas leur vie en réunion, qui ne sont pas chefs de pôle, c'est comité de pilotage, piloté par la SFAR d'un côté et la SPILF de l'autre, à égalité. Et il y a 10 comités de pilotage de tableau, c'est-à-dire 10 groupes qui vont travailler de façon coordonnée pour sortir ces RFE. Il y a une personne qui a la baguette de tout ça, et je le remercie, alors je ne sais pas si je n'ai pas de flèche, mais là, tac, normalement, c'est Marc Garnier, qui a vraiment fait un travail exceptionnel. Et puis il y a quelqu'un à la SPILF, qui est le pendant du professeur Alice Blay à la SPILF, c'est Rémi Gauzy, qui lui aussi a fait un travail extraordinaire pour générer ces RFE. Au total, c'est 45 visio, plus de 1500 heures passées en réunion, sur une période que certains nous avaient dit c'est impossible de faire une RFE. J'adore l'aphorisme de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Donc on l'a fait. Ça, c'est toutes les personnes et toutes les sociétés, 24 sociétés, qui ont participé dès le premier jour. Elles ont participé à la RFE. Et dans chacun de ces groupes, qui représentent en fait des spécialités globalement, la neurochirurgie, la chirurgie thoracique, il y avait des experts de la SFAR, des experts de la SPILF et des experts des spécialités. Par exemple, si je prends les urologues, il y avait l'AFU qui nous a envoyé 4-5 experts pour les questions attenantes à l'urologie, et la même chose pour les ORL, et la même chose d'ailleurs pour les orthopédistes. D'accord ? On va faire 2 mots de méthodologie, c'est toujours pénible la méthodologie, donc on va aller vite. On a utilisé pour la première fois la méthode GRADE. Alors c'est un vrai changement parce que pour avoir participé à celle d'avant, sans vouloir médire ce qui s'est fait avant, c'était plutôt un club de paroles, et on regardait un peu la littérature comme ça, et puis on faisait ses recommandations. Et là, on a employé une vraie méthode, la méthode GRADE, qu'il faut connaître si on veut discuter. Il faut connaître cette méthode. De toute façon, toutes nos recommandations sont basées là-dessus. C'est comme si vous roulez et que vous ne connaissez pas le code de la route, si vous voulez utiliser des recommandations sans connaître la méthode GRADE aujourd'hui. On a restreint le domaine de recherche aux méta-analyses et aux essais contrôlés randomisés. Et s'il n'y avait pas ces méta-analyses ou essais randomisés, on a pris des études de cohorte, prospectives ou rétrospectives, mais assez conséquentes, avec au moins 100 patients. On a couvert chirurgie et procédures interventionnelles. Procédures interventionnelles, ça n'y était pas avant, ça c'est une nouveauté. Et on a regardé tout ce qui traite de l'antiprophylaxie. Donc si vous avez un patient qui arrive avec une infection osseuse, ce n'est pas dans ce référentiel. D'accord ? Si vous avez un patient qui arrive avec une péritonite, ce n'est pas dans ce référentiel. Nous, on parle du patient qui n'est pas infecté à Alzheimer 1 et 2. Hop là. Donc, cette slide, on a tout regardé. On a sorti les différentes recommandations. Ce qui reste à faire, c'est ce qui est à votre droite, à vous. J'ai du mal avec la droite et la gauche. À votre droite, à vous, c'est-à-dire les recommandations pour la pédiatrie. Alors, vous allez me dire, quand est-ce qu'elles vont sortir ? Quand je demande à nos amis en charge, ils me disent le mois prochain. Et ça depuis février. Donc, je vais vous dire le mois prochain. Mais je ne suis pas du tout certain de la qualité de ma réponse. Mais c'est la première fois qu'il y aura des RFE pédiatriques.
sur l'antiprophylaxie. Alors vous savez que vous avez vu qu'en pédiatrie, quand on fait des RPP, ça remue quand même beaucoup de monde. Hein. Ils sont tout petits, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc là, sur les RFE, on traîne pareil. Les recommandations, je vais vous faire, après les deux orateurs qui suivent, Emmanuel et Claire, vous feront vraiment le détail. Je vais vous faire les grandes lignes très rapidement. D'abord, sur quelque chose qui me tenait à cœur à titre personnel, c'est le timing. Savoir quand est-ce qu'on va faire l'injection de l'antibiotique. Et en fait, il faut le faire au plus tôt 60 minutes avant et au plus tard avant l'incision chirurgicale ou le début de la procédure pour diminuer l'incidence d'infection du site opératoire. C'est un grade 1, c'est un accord fort, c'est-à-dire ça ne se discute pas. L'intérêt de faire ça, c'est qu'il faut délivrer la dose avant l'incision. S'il y a une allergie, ça vous évite d'avoir le cumul de médicaments qui fait que vous ne savez pas si c'est le cura ou l'antibiotique qui a déclenché l'allergie. Et puis, ça évite aussi d'avoir l'effet de l'hypnotique, du morphinomimétique, plus de l'allergène s'il y a un choc qui se produit. Alors, on a beaucoup d'études là-dessus, d'accord ? Ça ne sort pas de n'importe quoi. Et on a notamment cette étude qui suffit à elle seule, hein, où ils ont regardé un temps précoce et un temps tardif, qui correspond à 42 minutes et 16 minutes. Et en fait, comme la plupart des études là-dessus, alors ça c'est randomisé, il y a 2000 patients par groupe, on peut guère faire mieux en termes de méthode, hein, c'est publié dans un grand journal. Il n'y a pas de différence sur aucun des endpoints choisis. Donc finalement, on peut injecter n'importe quand dans les 60 minutes qui précèdent l'incision. D'accord ? Et comme ça, on ne se dispute plus avec l'auditeur qui est soit l'infectiologue, soit l'hygiéniste qui vous dit je ne peux pas cocher ta bonne pratique parce que tu l'as fait à 32 minutes ou à 28 minutes. Celui-là, moi, ça fait des années que j'ai envie de le tuer. Et ça nous résout ce problème. Et vraiment, à l'hôpital, ça va détendre les relations. Alors, un antibiotique qui pose particulièrement de problèmes, c'est la vancomycine. Alors, je ne sais pas si Claire y reviendra, mais la vancomycine, il y a une mauvaise compliance avec cet antibiotique parce qu'il est dur à manier. Il est dur à manier où qu'on soit, au bloc opératoire, en réanimation. Parce qu'il provoque des flushs, c'est un antibiotique qui doit être passé très doucement, normalement sur une voie veineuse centrale. Donc c'est un antibiotique difficile à manier. Et vous voyez, dans cette étude avec 7000 patients hein, qui reçoivent de la vancomycine, il y a une compliance qui est très faible à 36%, alors que la compliance avec la céphalosporine en termes d'antiprophylaxie est de 96%. Donc il y a une mauvaise compliance. Donc je fais de la publicité pour notre PHRC qui est l'OVIP, où on va comparer, et on est en train d'ouvrir les centres, vancomycine et linezolide en termes d'antiprophylaxie. Alors il y a 6 études de cohorte. Il y a une augmentation des infections du site opératoire quand la vancomycine est prescrite 60 minutes avant l'incision et quand elle est prescrite après 25 minutes avant l'incision. D'accord ? Donc finalement, il faut la prescrire dans la tranche 60 minutes, 30 minutes pour le début de l'infusion. Et quelquefois, l'infusion va se prolonger. Peut-être que le chirurgien va inciser et l'infusion continuera. Donc 60-30 minutes, IV lente, sur 1 heure. Alors, je laisse l'obèse pour Claire, elle adore ça. Une dilution à 5 mg par millilitre au maximum. Et ce qui peut être préconisé, c'est de donner un antihistaminique avant le début de la perfusion. Voilà, ça c'est un avis d'expert, un accord fort. C'est plutôt ce qu'il faut faire. Éloge de la lenteur. On va un peu ralentir. Je ne sais pas si vous avez, vous, alors nous au CHU on a beaucoup de chirurgiens un peu lents et de procédures un peu longues. On ne sait plus si c'est la procédure ou si c'est le chirurgien. Un peu des deux. Et donc ça c'est très important parce que ce n'est pas très bien fait en pratique. C'est la réadministration. Il est recommandé de réadministrer 1 ou plusieurs doses péropératoires d'antiprophylaxie en cas de prolongation de la chirurgie ou de l'acte interventionnel. Donc c'est un grade 1, c'est un accord fort, ce qui veut dire en termes grade que vous n'avez pas tellement le choix de discuter cette recommandation.
On peut tout discuter, hein, mais... Et donc, comme c'est un peu compliqué comme médecine, même si les anesthésistes réanimateurs sont les gens les plus intelligents de la Terre, et j'en doute pas, on vous a donné des délais de réinjection qui sont de 2 heures pour la céfoxystime, pour le céfuroxime, pour l'augmentin, 4 heures pour la céfazoline. Donc je vous recommande à choisir une céphalosporine de deuxième génération ou de première génération, de prendre la céfazoline, parce que finalement ça simplifie, parce que les interventions plus longues que 4 heures, ça commence à se raréfier. Et toutes les 8 heures pour la vancomycine, en fait, c'est toutes les demi-vie. Donc il faut vraiment penser à réinjecter. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez bien et pas assez souvent. Il faut réinjecter au bon moment. Et ça vraiment, il y a des belles méta-analyses qui montrent que ça réduit l'incidence des infections du site opératoire. Vous voyez, il y a 9 études cohortes et il y en a 6 qui sont en faveur de la réinjection, qui montrent que quand on réinjecte, on baisse le taux d'infection du site opératoire. C'est quand même un autre ratio fort. Quand on regarde, si on est strict sur l'horaire, on baisse l'incidence avec un autre ratio à 0,43. Vous voyez que l'intervalle de confiance ne contient pas 1, donc ça veut dire que c'est favorable. Par contre, si on réinjecte, mais qu'on ne regarde pas trop le timing, on réinjecte un peu quand on y pense, là, ça ne sert plus à grand-chose. Et donc, on perd le bénéfice de cette réinjection. Donc, réinjecter, mettez un timer. On a tous des timers aujourd'hui au bloc opératoire sur nos ventilateurs. Et utilisez bien tout ça. Alors, il y a des fois où le chirurgien est rapide mais maladroit. Et donc, il y a des variations volémiques importantes. Ça nécessite de forts remplissages vasculaires. Et puis, on fait de la transfusion abondante. Il n'y a pas de données là-dessus, mais les experts pensent que dans ces cas-là, il vaut mieux réadministrer. Quand on perd rapidement, et ça a du sens, hein, quand on perd une volémie, l'antibiotique qu'on a injecté au début, il a disparu, il est probablement dans les compresses, ce qui est bien pour les compresses, mais moins bien pour le patient. Et donc là, probablement, il faut réinjecter et penser à réinjecter. Peut-être qu'un jour, on dosera rapidement et on pourra faire mieux, mais ça, c'est la science-fiction pour l'instant, au bloc opératoire. Donc, pensez, quand vous avez un choc hémorragique, quand vous avez rempli de 5-6 litres, de réinjecter plus systématiquement. Est-ce qu'il faut faire du long ou du court? Est-ce qu'il faut prolonger l'antiprophylaxie ou se limiter à une seule injection? On avait fait une analyse d'abord très très longue et puis on a dû restreindre tellement qu'il y a des études là-dessus. C'est l'obsession des chirurgiens. Hein. Plus on prolonge, mieux c'est. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est une vision machiste de la société. Inférieur à 24 heures versus supérieur à 24 heures. 33 méta-analyses sur 20 ans. 33 méta-analyses sur 20 ans. 9 RCT et mis à part 5 méta-analyses qui sont faites en chirurgie cardiaque, en maxillofacial, sur la chirurgie de la bouche et sur l'amputation des membres. Et vous serez d'accord avec moi que l'amputation des membres, c'est quasiment un geste sale d'emblée. Hein. Autrement, il n'y a pas de supériorité sur le traitement prolongé. D'accord ? Donc on peut faire encore des études randomisées, payer de la recherche, mais ça ne changera pas. Per-op versus per-op plus post-op, d'une façon générale. 14 méta-analyses là aussi. Entre 2000 et 2022, 14 méta-analyses, c'est-à-dire vous imaginez le nombre d'études, pas de supériorité du traitement prolongé. Donc il ne faut pas prolonger. Voilà, vous retenez ne jamais prolonger par définition. Et puis après, vous allez vous battre avec votre chirurgien qui va vous dire peut-être que 48 heures, 72 heures, une semaine, 10 jours, c'est beaucoup mieux. On a tous ces combats. On fait de la médecine péro-opératoire, c'est notre responsabilité de faire le mieux pour le patient et pas de faire le mieux pour ne pas être en conflit avec un tel ou un tel, et donc il faut y aller. C'est notre responsabilité. 3 diapos de bon sens pour finir. C'est important le bon sens. Hein. Je ne vais pas vous refaire l'épidémiologie des résistances bactériennes, One Health, tout ce monde-là, mais vous avez tous entendu parler de cette étude comme quoi les résistances explosent dans le monde, que c'est dans les projections une grande cause de mortalité. Et donc, il faut vraiment se battre pour réduire les résistances. Les résistances aux antibiotiques. Les bactéries s'adaptent, résistance aux antibiotiques. La prophylaxie aux antibiotiques,
Et là, je vous ai mis une étude qui regroupe des données de 53 pays. Ça représente au bas mot 20%. Et en fait, j'ai pris la fourchette basse pour ne pas vous affoler, mais ça va de 20% à 47% quand on regarde les différentes études de la consommation d'antibiotiques dans un hôpital. C'est pas neutre, c'est pas neutre, d'accord? Et puis, il y a de plus en plus de données qui sortent, même si jusqu'à présent elles étaient rares, comme quoi une journée, par exemple, de carbapénem, c'est montré avec carbapénem, mais ça pourrait être montré avec d'autres antibiotiques, quoique, ça augmente le risque d'être colonisé ou infecté avec une BMR, avec une bactérie multirésistante, par un autre ratio de 1,08 par jour. Donc, une injection va perturber votre microbiote, ça c'est bien montré, une injection d'antibiotiques. Donc, c'est ce qu'on fait au bloc opératoire, ça perturbe le microbiote. Et si on prolonge, c'est autant de chances d'avoir l'émergence de bactéries multirésistantes. On a fait l'erreur, à mon sens, pendant longtemps, de dire la restriction antibiotique, c'est bien pour la collectivité, alors que donner un antibiotique large spectre, c'est bien pour le patient à l'échelle individuelle. C'est faux. C'est faux. Donner un antibiotique à un patient, c'est générer une future résistance chez ce même patient. Et donc, c'est mettre en risque ce même patient s'il fait une infection dans les suites. Un patient qui fait une pneumonie à l'hôpital, on vient d'avoir les datas, il a 37% de chances de refaire une pneumonie dans les jours qui suivent. Un patient qui a fait un choc septique ou un sepsis, il a 16% de chances d'être réadmis dans l'année pour un deuxième sepsis. Donc finalement, de faire une infection, c'est un facteur de risque d'avoir une infection. Et la deuxième sera forcément avec une bactérie plus résistante. Et c'est là où il faut sortir de ce modèle collectif individuel. Et finalement, il faut dire à votre chirurgien, ce n'est pas la collectivité, parce que la collectivité, on vit dans une société suffisamment égoïste pour que tout le monde s'en foute. D'accord? Donc il faut dire, non, c'est son propre patient, celui qu'on a devant les yeux, qui risque de mourir s'il fait un second épisode, si on a mal géré les antibiotiques sur le premier. Et ça, c'est important. Deuxièmement, j'ai beaucoup entendu dire « Ouh là là, depuis que j'applique ces recommandations, c'est un drame. On voit flamber des infections du site opératoire, c'est dingue, c'est dingue. » Alors, si je prends, par exemple, sur le rachis, des interventions, voilà. L'incidence, elle est à 1,64%. Si je prends les patients qui n'ont pas de facteur de risque, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas obèses, qui ont un facteur de risque, indépendant, quoi que vous fassiez, diabétique, tout ça, l'incidence est à 0,72%. C'est-à-dire qu'il faut opérer, on va dire à 1%, il faut opérer 100 patients pour avoir un patient infecté. Si vous doublez votre incidence, vous passez à 2 patients pour 100 patients infectés. D'accord ? Dans les études randomisées, qui ont comparé antibiotiques, pas antibiotiques, c'est très rare que ça double, en fait. Quand on regarde ces études-là, c'est très rare que l'antiprophylaxie réduise par un facteur 2 l'incidence. Donc je suis très étonné par tous ces gens qui viennent me voir et pour me dire, depuis les recommandations, on voit des tonnes d'infections du site opératoire, parce que c'est quand même quelque chose qui est très très rare en pratique, heureusement. Et de le voir à l'œil nu, c'est quelque chose de... voilà, je ne sais pas si c'est très rationnel. Troisième slide pour répondre à beaucoup de questions qu'on a sur la boîte Contact Phare que Jean-Michel a géré pendant des années et que je gère actuellement. Donc je fais ça pour nous soulager parce qu'on a ces questions qui arrivent le samedi, le dimanche pendant les vacances. Je rappelle que chaque praticien doit exercer son propre jugement dans l'application des recommandations en prenant en compte son expertise, les spécificités de son établissement et pour déterminer la meilleure méthode d'intervention pour le patient dont il est en charge. D'accord ? Donc, ce sont des recommandations. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas un décret de loi, même si l'expert, il y a une infection, qu'il y a un procès, il va demander est-ce que les recommandations ont bien été appliquées, oui, non. Mais voilà, chacun doit juger en fonction de son établissement, de ses patients, et s'il peut le justifier, doit le justifier. On n'est pas là, je vous ai mis un patient qu'on avait dans l'AREA avec deux ventilateurs pour chaque poumon, enfin un ventilateur par poumon. On n'est pas là pour faire du mouton à 5 pattes. Donc il y a forcément le cas du patient qui ne rentrera pas dans le cadre. Et bien ça, c'est là où vos 15 années d'études vont servir pour avoir une réflexion. Et tout ce qui augmente votre liberté,
augmente votre responsabilité. Donc chaque fois que vous prendrez une liberté par rapport aux recommandations, ben, ça augmente votre responsabilité. Il faudra le tracer dans le dossier médical pour le justifier. Voilà, donc on avait 3 cibles. Je crois qu'on les a atteintes. Hein. On avait un premier objectif de simplifier. On a simplifié, vous verrez sur l'obèse, ça a simplifié. Sur le timing, ça a simplifié. Je crois qu'on s'en est bien sorti pour ça. On a beaucoup de données actualisées parce qu'il y a eu énormément de publications entre 2018 et 2023. Énormément de publications nouvelles sur le thème et c'est très important de bien les avoir en tête. Et on prône toujours, quand on a le choix, pour l'utilisation raisonnée d'antibiotiques, c'est-à-dire que s'il y a le choix entre pas d'antibiotiques et un antibiotique, on fait le choix de pas d'antibiotiques, ce que certains orthopédistes, par exemple, nous ont reproché. Voilà. On a mis tout le monde d'accord, les infectiologues, anesthésistes-réanimateurs, la plupart des chirurgiens. Il y en a quelques-uns qui ont eu du mal à se rapprocher, mais maintenant ils se sont rapprochés, on s'aime tous très fort. Et je vous remercie pour votre attention.